Bonsoir et bienvenue dans ce journal. 2023 pourrait être l'année des augmentations de loyers. En Suisse, le taux de référence a atteint un plancher aujourd'hui. La remontée attendue pourrait provoquer la hausse de nombreux loyers l'an prochain. Nous verrons que ça n'est pas une fatalité. Sur le front de l'énergie, la bonne nouvelle du jour vient des Alpes suisses. Les barrages hydrauliques sont remplis à ras-bord, ce qui éloigne un peu le spectre d'une pénurie. Masih Alinejad est notre grande invitée. Elle est l'icône de l'opposition iranienne, de la lutte contre le voile islamique et l'oppression des femmes. Masih Alinejad, avec nous depuis son exil new-yorkais, elle appelle l'Occident à couper les ponts avec Téhéran. Dans ce journal, le beau témoignage d'Aaron, atteint d'une maladie rare, mais plein d'espoir pour l'avenir. En cette veille de Téléthon, nous suivrons son combat pour une vie normale. Nous partirons pour le Qatar, où pour la première fois de l'histoire, une femme arbitrera un match de ce mondial masculin, la Française Stéphanie Frappart. On en profitera pour prendre aussi des nouvelles de l'équipe suisse à la veille du match décisif contre la Serbie. La Suisse doit se préparer à des hausses de loyer l'an prochain. C'est la conséquence de la hausse des taux hypothécaires. Le taux de référence pour le calcul des loyers a atteint un plancher et sa remontée probable aura des conséquences sur de nombreux locataires l'an prochain. Explication Juliette Janet, Claire Eckersley, Céline Brichet. Le taux d'intérêt de référence, un élément majeur dans le calcul des loyers, n'a cessé de baisser depuis son introduction en 2008 jusqu'à atteindre aujourd'hui un plateau à 1,25%. Mais avec la hausse rapide des taux des crédits hypothécaires, il pourrait pour la première fois augmenter ces prochains mois et entraîner avec lui une hausse des loyers. C'est ce que présentait ce matin à Berne l'Office fédéral du logement. Il y a un lien entre le taux d'intérêt de référence et le loyer. Une 4% d'augmentation du taux d'intérêt de référence peut mener à une augmentation du loyer de 3%. Tous les loyers ne devraient pourtant pas augmenter. Lorsque le taux d'intérêt de référence baisse, le loyer n'est adapté que sur demande du locataire. La moitié des locations sont donc restées à un taux d'1,5% ou plus et ne seront concernées que si ce taux est dépassé. Un juste retour de balancier pour la SLOCA. C'était quand même pas loin de 70 milliards de francs que les locataires n'ont pas pu bénéficier en termes de réduction de loyer. Donc c'est des montants importants. Et aujourd'hui, c'est correct effectivement que les locataires ne subissent pas immédiatement les hausses des taux d'intérêt hypothécaires réels. Du côté des propriétaires, on se veut rassurant. Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt. Il n'y a aucune automatisation, on va dire, des adaptations de loyer. Cela se fait au cas par cas, notamment pour les baux qui ont des loyers historiquement très bas. Si l'impact de l'évolution du taux d'intérêt de référence peut donc être relativisé, la hausse des loyers risque quant à elle d'être bien réelle. Une étude de la Banque cantonale de Zurich prévoit une augmentation de plus de 15% d'ici 2027. Viviane, on a bien compris, pas de hausse tout de suite, mais les perspectives sont pas très bonnes. Oui, le président de la SLOCA a résumé la situation en une phrase aujourd'hui, une phrase choc. L'évolution des loyers ne connaît qu'une seule direction, la hausse. Fin de citation. Les chiffres de la Confédération en témoignent. Regardez, les loyers ont augmenté de près de 23% depuis 2005. Et donc, cette tendance n'est pas près de s'inverser. Alors, il n'y a pas seulement la hausse à venir du taux de référence, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer. Oui, les prix de l'énergie vont jouer, l'inflation qui, dans une certaine mesure, peut être répercutée sur les loyers, et enfin, la pénurie de logements. Bref, un tableau plutôt sombre, avec une lueur tout de même. Si, comme la majorité des locataires, votre taux actuel est de 1,5 ou plus, faites valoir vos droits, conseille la SLOCA. Demandez une baisse de loyer si vous le pouvez. Selon une étude d'UBS, seul un Suisse sur 5 fait la démarche. Oui, c'est pas beaucoup, effectivement. Merci beaucoup, Viviane. L'autre dossier majeur du moment, c'est l'électricité et la menace de pénurie. Dans ce dossier, aujourd'hui, une bonne nouvelle venue de Suisse, une autre plus mitigée venue de France. Commençons avec la nouvelle réjouissante. Les barrages hydrauliques de Suisse ont un taux de remplissage très élevé, 84,5%. C'est le taux le plus élevé depuis 10 ans, 13 points de plus que la moyenne des 20 dernières années. Et c'est autant de réserves qui seront disponibles en fin d'hiver. Cédric Jourdan, Pascal Jeanneret. À cette saison, les barrages hydroélectriques auraient déjà commencé à turbiner leurs précieuses réserves, patiemment accumulées grâce aux fontes du printemps, aux pluies d'été et aux premières neiges, avant que l'hiver ne congèle tout apport d'eau possible.
Mais cette année, on est le 1er décembre et le lac de Moiry est toujours plein au lieu des 70% habituellement restant à cette date, confirme l'exploitant. Oui, le barrage de Moiry, qu'on voit ici sur l'image, est rempli à 97%, donc on peut dire plein. Normalement, on commence déjà à turbiner l'eau de l'hiver dans le mois de novembre. En raison de l'hiver doux, qui a commencé de manière avec des températures très clémentes, l'eau est restée dans les barrages et on se trouve maintenant début décembre avec des barrages très très pleins. C'est assez extraordinaire. Rester plein, c'est le cas de l'ensemble des barrages suisses. Regardez, par rapport au remplissage des 10 dernières années, le taux actuel est historique, 85,4%, alors qu'on partait de très bas en septembre encore. Objectif, garder un maximum de réserves pour la période critique, février et mars. C'est là que la pénurie guette. La demande sera forte et les prix très intéressants pour le producteur. Alors il y a naturellement la demande de la Confédération de garder le stock pour avoir la sécurité d'approvisionnement, mais naturellement aussi côté énergétique, côté économique, où il y a un intérêt, par les prix sont relativement élevés. Il y a une espérance que ce printemps, on puisse profiter de la situation. Et non seulement cette espérance n'est pas seulement économique, mais elle est aussi systémique, je dirais. Si jamais une situation de pénurie devait arriver, ça se traduirait à la fois par des prix qui montent, mais aussi par une demande physique dans le système. Et avec toute cette eau stockée qu'on a dans les barrages, on peut répondre à cette demande. Ces réserves, bon pour l'approvisionnement de la Suisse, bon aussi pour les revenus des producteurs, même si beaucoup d'entre eux, comme ceux du lac de Moiry, avaient déjà vendu une partie de cette future production au prix très bas d'avant la flambée. Et tandis que la Suisse se félicite de ses réserves hydrauliques, la France s'inquiète de futures coupures de courant. Elle s'attend à devoir importer beaucoup d'électricité cet hiver. Des difficultés liées à la baisse de production des centrales nucléaires. Et la Suisse pourrait en subir les effets indirects puisqu'elle importe beaucoup d'énergie nucléaire française durant l'hiver. Tamara Monkanovic. Derrière leurs écrans, ils sont à pied d'œuvre. Les agents chargés de surveiller le réseau de distribution électrique du centre de la France se préparent au scénario ultime, celui du délestage, soit des coupures de courant temporaires et localisées organisées en cas de pénurie d'électricité. Le poste ZH Châtenay 2, direction ZH Châtenay 4 ouvert. D'éventuelles coupures de courant de 2 heures dans un quartier, puis dans un autre, anticipées pour éviter le blackout, une solution de dernier recours. Mais ce scénario est désormais ouvertement évoqué en France. Le gouvernement a adressé une circulaire au préfet pour s'y préparer, alors que le gestionnaire du réseau a lancé une application, une météo de l'électricité, pour prévenir la population d'un risque de coupure 3 jours avant. Des coupures qui ne sont pas inéluctables selon le réseau de transport d'électricité. Mais le risque existe avec près de la moitié du parc de réacteurs nucléaires français indisponibles en raison de maintenance ou de problèmes de corrosion. Résultat, la France sera importatrice d'électricité cet hiver. Historiquement, la France était très exportatrice parce qu'elle avait un parc nucléaire très gros. Là, il s'avère qu'il y a des difficultés passagères. Elles vont se résoudre, mais ça va prendre quelques années. Donc pendant ce temps, on importe de l'électricité. Outre l'Allemagne, la France est le principal exportateur d'électricité pour la Suisse. Mais selon l'autorité fédérale de régulation dans le domaine de l'électricité, rien ne dit que les livraisons convenues par contrat ne seront pas respectées. C'est dans moins d'une semaine que le Parlement élira 2 nouveaux membres du Conseil fédéral. On va poursuivre notre série de portraits des candidats. Ils ne sont pas élus par le peuple, mais ils seront appelés à gouverner la Suisse durant 4, 8, voire une douzaine d'années. Il vaut donc mieux faire connaissance. Ce soir, l'un des 2 candidats UDC, le Zurichois Hans-Uli Vogt. Pierre Nebel l'a accompagné jusqu'à l'université où il enseigne le droit. Bonjour Monsieur Vogt. Comment allez-vous? De vous revoir. Oui, de nouveau à Zurich. Oui, on est ici dans votre royaume, à Zurich. Ah, c'est pas un royaume. Alors, on est venu avec tous les moyens, 2 caméras. Là. Okay. Pour vous, la SSR n'épargne pas. Vous devriez. Vous avez un ticket? C'est bon, oui, j'ai le... Urbain, professeur de droit, Hans-Uli Vogt ne ressemble pas à un UDC typique. Et pourtant... Mon père, lui, il travaillait comme paysan, donc je connais bien ce genre de vie aussi. Vous enseignez un peu plus loin à l'université? À l'université, c'est ça, ouais. D'accord. On va voir un peu la vue? Oui, allons-y. Vous, le quartier où vous habitez, en gros, c'est le quartier nouveau. Ouais. Dans une de ces tours, c'est mon appartement, ouais. C'est là où je vais à la maison. Là-bas, il y a Herliberg.
la patrie de Christophe Blocher. Vous l'appelez souvent, Christophe Blocher? J'ai même pas son numéro de son attel, donc je peux pas l'appeler. Vous n'allez pas jouer aux cartes avec lui, hein? Jamais, hein, jamais, non. Ah, voilà, ça c'est l'Uni de Zurich. La grande cour centrale, l'Université de Zurich. C'est là où vous donnez aussi des cours? Et des fois, je donne des cours aussi là, dans ce bâtiment-là. Ouais. À l'âge de 12 ans, Hans-Uli Vogt s'est pris d'une passion pour le français. Donc pour vous, la grammaire française, c'était un passe-temps, le subjonctif, l'imparfait, vous adorez. Hein. Les mots, etc., les conjugaisons des verbes, etc. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'était fascinant. Bon, il est temps de poser quelques questions aux candidats. C'est parti. C'est quoi votre credo politique, vos idées politiques les plus importantes? Je veux me battre pour une Suisse libre, des citoyens et citoyennes libres, une Suisse indépendante et une Suisse aussi qui réunit la diversité de modes de vie de personnes qui vivent dans ce pays. Vous n'avez jamais caché votre homosexualité. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui joue simplement un rôle en politique ou pas? À mon avis, ça ne joue aucun rôle. Hein. Si nous parlons, disons, de résoudre notre relation avec l'Union européenne, c'est complètement irrélevant quelle est l'orientation sexuelle de quelqu'un. Je vais faire maintenant un petit test. C'est pour vérifier si vous êtes un vrai UDC. Est-ce que vous êtes pour que la Suisse entre dans l'Union européenne? Non, certainement pas. Le mariage pour tous, vous êtes en faveur? Je l'ai soutenu maintenant, c'est le droit suisse maintenant. Ouais. Est-ce que vous êtes pour qu'on expulse beaucoup plus les étrangers criminels? Oui, il faut les expulser selon les règles du droit. Hans-Uli Vogt, merci beaucoup pour cet entretien. Ouais. Merci. Peu d'objets incarnent à ce point l'art de vivre à la française. La baguette a fait son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Apparue à la fin du 19e siècle, elle est un incontournable en France, en Suisse aussi d'ailleurs. À Paris, la baguette est livrée chaque matin à l'Élysée, où le président Macron, nous dit-on, la préfère pas trop cuite. Marie Urbain, Raphaël Grand. Avec sa croûte croustillante et sa mie moelleuse, la baguette rythme la vie des Parisiens qui vouent à ces quelques centimètres de savoir-faire une passion presque charnelle. Elle doit avoir beaucoup de goût et elle doit être croustillante. Nous, par exemple, on l'aime quand elle est bien croustillante, quand elle sort, quand on la rompt et qu'on a envie. C'est presque sensuel, en fait. C'est de l'amour. Frédéric est le boulanger de l'Élysée. C'est lui qui livre chaque matin ses baguettes au président français. Un président qui a ses petites habitudes. C'est le type de baguette qu'on livre tous les matins à l'Élysée. Emmanuel Macron n'aime pas les baguettes trop cuites. C'est exactement le genre de baguette qu'on sélectionne chaque matin pour lui emmener. Marie, les prochaines traditions, c'est dans 30 minutes. Chaque jour, 12 millions de consommateurs français poussent la porte d'une boulangerie. Un rituel, un art de vivre, désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça représente le français moyen. Dans tous les petits villages de France, vous avez des baguettes. Pas le pain, la baguette. Et en étant bien content que ce soit reconnu par le monde entier. Ben, je ne peux pas vivre sans pain, c'est tout. La baguette, c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et cette petite touche très personnelle. On la signe comme ça, notre baguette. Pas besoin d'autographe, c'est directement sur le pain. On appelle ça le coup de lame. La baguette, un morceau d'histoire aussi, apparu à la fin du 19e siècle sous Napoléon III et la réglementation du travail des boulangers. Le fait que ce soit une baguette longue et non pas ronde, c'est dû au fait qu'il faut le cuire très vite. Parce qu'il y a des réglementations à cause du feu, avec les risques d'incendie, ce qui fait qu'on ne peut cuire le pain que relativement tard dans la matinée, à partir de 4 ou 5 heures du matin. Mais en même temps, c'est un symbole populaire, censé être démocratique. C'est le pain quotidien. Un symbole qu'Emmanuel Macron n'hésite pas à brandir comme étendard lors de sa visite cette semaine à Washington. C'est quelque chose d'inimitable. Le savoir-faire français concentré dans 250 grammes de baguettes, pas trop cuites. Notre grande invitée ce soir est une figure de l'opposition au régime iranien. Masih Alinejad vit en exil aux États-Unis. Elle incarne la lutte contre l'oppression des femmes iraniennes et l'obligation du foulard islamique, un combat qu'elle mène depuis plus d'une décennie et que nous raconte Cédrine Berguin. Masih Alinejad, comme toujours, une fleur accrochée aux cheveux pour dire sa liberté, porte partout où elle le peut et au quotidien son combat pour les droits des femmes iraniennes. Ça vous semble très normal, n'est-ce pas? Mais pas pour un régime anormal comme le régime islamique.
Elle n'arrête pas et ne rate pas une occasion pour dire ce qu'elle pense de la République islamique d'Iran, même et surtout quand l'équipe nationale perd à Doha. Enfin, les gens disent « On est content que les joueurs américains aient foutu dehors les joueurs de la République islamique ». Masih Alinejad, militante et journaliste iranienne exilée à New York, devenue ennemie jurée du régime des mollahs. Sur ces images de vidéosurveillance datant du mois d'août dernier, cet homme tente de s'introduire dans son domicile new-yorkais. Le FBI va finir par l'arrêter. L'individu était armé d'un fusil et d'une 60aine de munitions. C'est dire si la militante pose problème, elle qui a dû se résigner à quitter son pays où sa tête est mise à prix et où toute personne lui envoyant la moindre vidéo est sanctionnée de 10 ans de prison. Pour moi, le voile obligatoire est comme le mur de Berlin. Si nous abattons ce mur, la République islamique n'existera plus. Plus que jamais, Masih Alinejad résiste et lutte. Chaque jour, elle partage les vidéos de femmes en Iran, sa meilleure arme. Avec nous, Masih Alinejad, merci beaucoup de nous rejoindre depuis New York. Merci de m'accueillir. Masih Alinejad, ça fait 2 mois et demi maintenant que ces manifestations ont cours en Iran. Mais concrètement, comment est-ce que ça peut fonctionner? Parce qu'on voit bien que le régime est un peu déstabilisé, il y a beaucoup de manifestations, mais on ne comprend pas très bien comment ça peut casser quelque chose au sein des forces du régime. C'est une excellente question. Tout d'abord, je dois dire une chose. Dans l'histoire, on n'avait jamais vu ça. De nombreux sportifs, des acteurs, des actrices très connus qui croyaient dans ce gouvernement ont rejoint la population, ont quitté leur job et disent on ne veut plus faire partie de la propagande de la République islamique. C'est une union qui est en train de se faire entre différentes populations, les hommes, les femmes qui se réunissent, les différentes oppositions à l'intérieur, à l'extérieur. Donc le régime, il ne pourra survivre que si l'Occident ignore la population iranienne et négocie avec ses meurtriers, ses assassins. Parce que si le reste du monde, les leaders du G7, reconnaissent la révolution, ils vont couper les liens avec ces meurtriers, fermer leurs ambassades, expulser leurs diplomates, et je suis convaincue que ce sera la fin de la République islamique. C'est juste pour le peuple iranien et pour le reste du monde. Oui, parce qu'on sait que la diaspora iranienne n'est pas toujours sur la même stratégie. Là, vous avez bien évoqué la vôtre. Il y avait l'autre voix qui disait on fait un accord nucléaire, on négocie, et puis petit à petit, peut-être que le régime va changer de lui-même. Ça, on n'y croit plus du tout aujourd'hui, c'est tout ou rien. Alors, je dois dire que c'est un marathon. Évidemment, ça ne va pas se faire d'un jour à l'autre. Mais les gens sont en train de sacrifier leur vie et de dire au reste du monde, le moment, c'est maintenant. Il faut être du bon côté de l'histoire parce que tôt ou tard, le peuple iranien va se débarrasser de la République islamique. Mais si on a l'aide des leaders des pays démocratiques, moins d'innocents seront tués. Je veux que les politiciennes surtout le comprennent et se fassent la voix des femmes iraniennes. Une femme politique occidentale qui va en Iran et qui se voile, vous trouvez que c'est pas adéquat finalement? C'est une insulte envers moi et des millions de personnes en Iran de voir que des femmes, des politiciennes occidentales portent le voile et s'inclinent. Parce que si vous êtes vraiment une féministe, vous devez défendre vos propres valeurs. Vous ne vous pouvez pas dire le hijab fait partie de votre culture, je respecte votre culture. Non, c'est une insulte envers une nation. Des lois barbares feraient partie de notre culture. Non, la tolérance fait partie de notre culture. Forcer une petite fille de 7 ans, tuer des femmes, ça ne fait pas partie de notre culture. C'est la culture des talibans, de l'État islamique et de la République islamique. Et c'est extrêmement triste de voir des politiciennes occidentales qui ne se font pas la voix de leurs sœurs, mais qui légitiment nos oppresseurs, qui peuvent ainsi tuer davantage de personnes. Le moment est venu. J'aimerais qu'elles fassent preuve de solidarité dans la pratique. Plutôt que de couper leurs cheveux, je voudrais qu'elles coupent leurs liens avec la République islamique. Merci infiniment, Masih Alinejad.
Merci à vous. Et j'aimerais vous inviter un jour dans mon magnifique pays. Ce serait très volontiers. Merci beaucoup. Et la version intégrale de cet entretien enregistré cet après-midi est à retrouver sur rtsinfo.ch. À la veille du Téléthon, on va découvrir maintenant un beau témoignage, plein de vie, plein d'espoir. La famille Bourgeois de Beauvernier-en-Valais, l'ambassadrice de cette 35e édition, elle place beaucoup d'attentes dans la médecine pour soigner Aaron, 14 ans, qui est atteint d'une maladie rare, la myopathie de Duchenne, dont les recherches sont en partie financées par le Téléthon. C'est le grand format de ce journal. Il est signé Yvan Elie et Romain Boisset. À 14 ans, Aaron ne quitte presque plus sa chaise motorisée. Plus le temps passe et plus son état s'aggrave. Avant, par exemple, je pouvais faire 1 kilomètre. Là, le kilomètre, je ne peux plus du tout le faire. Si je fais 20 mètres, je suis déjà fatiguée. Donc au bout d'un moment, des fois, ça m'arrive même des fois de tomber. Donc c'est difficile, mais j'essaie de rester positif et de me dire qu'au bout d'un jour, peut-être qu'ils vont trouver un remède. Un truc qui arrête un peu l'avancée de la maladie. La myopathie de Duchenne provoque une dégénérescence progressive et douloureuse de l'ensemble des muscles de l'organisme. Alors 1 fois par semaine, Aaron reçoit la visite d'une physiothérapeute, une séance en compagnie d'un chien pour faire travailler ses muscles et conserver leur capacité. Ça, c'est la pointe de l'iceberg, parce que cette perte gentiment des fonctions musculaires, elle se retrouve aussi à l'intérieur, au niveau du cœur, des poumons, du système digestif. On ne peut pas tout enlever. C'est pour ça aussi que c'est une maladie qu'on peut pas soigner. Donc on peut pas vraiment faire grand-chose. On peut juste que ça fasse moins mal sur le moment. Cette maladie, les parents d'Aaron ne l'ont découverte qu'à ses 7 ans. Une pathologie génétique rare, toujours incurable. Le temps passe, plus notre enfant grandit, plus ça vient limite pour lui, je dirais. Parce qu'à l'annonce de la maladie, on s'est dit on a le temps. Il est vraiment au début, il est jeune, la recherche avance énormément. Mais on voit que les années passent et pour l'instant rien, mais on a toujours espoir qu'il trouve enfin quelque chose pour le soigner. En tant qu'ambassadeur du Téléthon 2022, les Bourgeois veulent encourager la recherche. Dans ce laboratoire, on étudie les maladies neuromusculaires, dont la myopathie de Duchenne, qui touche essentiellement les garçons. On a des grandes avancées qui ont été faites. Dans les 20 dernières années, on a gagné 10 ans d'espérance de vie. Maintenant, on travaille sur des voies de guérison, mais il faut beaucoup de temps, beaucoup d'argent et probablement des thérapies qui vont être adaptées à chaque patient. Confiant, Aaron se projette vers l'avenir, comme tous les jeunes de son âge. Le travail que je rêverais de faire, ce serait de faire streamer, mais bon, c'est assez compliqué. Donc du coup, je vais peut-être essayer d'aller animateur en radio, je pense. Mais le rêve des rêves, ce serait de guérir quand même. Un rêve que cette famille espère devenir réalité grâce aux efforts des chercheurs. Et vous signalez encore ce chiffre réellement exceptionnel. La chaîne du bonheur a récolté pas moins de 12 millions de francs lors de sa journée de solidarité avec l'Afrique de l'Est. Les dons sont encore possibles d'ailleurs sur bonheur.ch. Au mondial du Qatar maintenant, la sensation du jour, c'est l'élimination de la Belgique, qui était pourtant demi-finaliste il y a 4 ans. Les Belges ont fait match nul 0-0 avec la Croatie et quittent cette Coupe du Monde dès le premier tour. La Croatie qui, elle, se qualifie, tout comme le Maroc qui a battu le Canada 2-1. Mais ce soir, la vraie star du terrain, ce sera l'arbitre. Pour la première fois de l'histoire, c'est une femme, Stéphanie Frappart, qui arbitrera un match du mondial masculin. La Française arbitrera le match décisif tout à l'heure entre l'Allemagne et le Costa Rica. Dominique Steiner, Isabelle Musi. C'est l'un des événements du jour. Stéphanie Frappart a été désignée comme arbitre principale pour la rencontre entre l'Allemagne et le Costa Rica. Elle est la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de la Coupe du Monde masculine. L'émotion était énorme parce que n'était pas forcément attendue comme désignation. Donc beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur de représenter la France à la Coupe du Monde. À 38 ans, Stéphanie Frappart a été la première femme arbitre en Ligue 1 française, en Ligue des Champions et lors de l'Euro masculin de 2021. Elle l'admet volontiers, certains joueurs acceptent plus facilement une décision venant d'une femme. Oui, dans les rapports avec les joueurs, en tant que femme, on arrive plus facilement à interagir sans conflit. C'est plus facile de donner des explications et de discuter. Il ne faut pas faire de différence. Nous, on a besoin de bons arbitres et elle est un bon arbitre.
Je l'ai vu arbitrer avec grande personnalité, souveraineté, et je me réjouis qu'on commence à voir aussi des arbitres femmes dans le monde du football masculin. Sur cette Coupe du Monde, elles ne sont que 3 femmes parmi les 36 arbitres retenus. Un ratio dérisoire, allez, on y va, hein. Comme le souligne celle qui fut pionnière en la matière en Suisse. Je pense qu'en 2022, je pense qu'on devrait plus avoir ce thème-là. Et parce que, ouais, je crois qu'on a le même cerveau puis les mêmes yeux. Donc c'est dommage qu'on se pose encore des questions pour ça. On peut en effet espérer que ce qui constitue aujourd'hui un événement historique deviendra bientôt la norme. Et pour la Suisse, c'est demain que se jouera le match décisif contre la Serbie. On va faire un pointage avec vous, Olivier et Dominique, avec nous depuis Doha. D'abord, on peut dire que ce Suisse-Serbie se joue dans un contexte très tendu. Bonsoir. Il y a 4 ans, la Suisse s'imposait sur le fil 2-1. But de Xhaka et Shaqiri. C'était en phase de poule de la Coupe du Monde, mais il y a eu des célébrations. Le fameux aigle bicéphale jugé comme une provocation par la Serbie. À l'époque, Vladimir Petković n'avait pas jugé utile de thématiser la question de l'origine de certains joueurs suisses. En prévision de la Coupe du Monde au Qatar, les fédérations suisses et serbes se sont rencontrées à plusieurs reprises en amont pour désamorcer une éventuelle source de conflit. L'objectif ici en conférence de presse est très simple. On ne parle que de football et rien que de cela, pas du reste, pas du contexte. On ne veut se souvenir demain que de l'issue du match et pas des à côté et des éventuelles polémiques. Alors côté sportif, Olivier, on a pu s'inquiéter aujourd'hui d'apprendre que Sommer et Elvedi étaient malades à la séance d'entraînement. Imaginez, Yann Sommer, c'est l'assurance tout risque de l'équipe de Suisse, tout comme Nico Elvedi dans l'axe central. Les deux ont passé une mauvaise nuit, ont un léger refroidissement. Alors on a demandé ce que cela voulait dire. On nous a dit eine kleine Erkältung ist eine kleine Erkältung. Voilà la situation qui a été donnée. Par contre, Murat Yakin en conférence de presse s'est voulu rassurant. Il devrait être capable de tenir le rang demain, tout comme Okafor et Shaqiri. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que Shaqiri en équipe de Suisse est une pièce indispensable. Espérons que demain cela suffira. La Suisse, je le rappelle, a des ambitions très élevées à cette Coupe du Monde. Faire le meilleur résultat de son histoire, c'est atteindre minimum un quart de finale. Mais il faudra déjà réussir à sortir de la phase de groupe. La Belgique, par exemple, qui était en 3e place au mondial précédent, a été éliminée aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier. Demain 20h, on y sera sur RTS2. Excellente soirée à Doha. On va terminer avec ce podcast qui vous donnera peut-être le vertige. Notre collègue Maya Cholet s'est mise au défi de gravir les 3 faces nord les plus difficiles, les plus dangereuses des Alpes, l'Eiger, le Cervin et les Grandes Jorasses. Un défi extrême, y compris pour une journaliste qui est habituée à la haute montagne. Le podcast s'appelle Face Nord. Il est produit par la RTS. On le découvre avec l'accordé Thomas Senf et Gilles de Disbar. Une puissance impérieuse, glaciale et fascinante, la face nord de l'Eiger. Et la journaliste Maya Cholet qui la défie. Si elle est filmée ici, c'est dans un podcast qu'elle raconte l'ascension des 3 faces nord les plus difficiles des Alpes, celles de l'Eiger, du Cervin et des Grandes Jorasses. C'est là que je vous emmène, dans ces faces nord, que j'ai tenté à mon tour de gravir. Vous allez sentir le froid, entendre la glace qui crisse sous les piolets, la roche sous les crampons. Vous allez traverser avec moi l'attente, les doutes et les surprises que réserve une telle aventure. Je suis tombée par hasard sur un livre qui s'appelle « Les 3 derniers problèmes des Alpes ». Je l'ai tiré de la bibliothèque et puis j'ai été embarquée dans l'histoire de ces 3 faces nord. C'est l'histoire de l'alpinisme qu'on raconte avec ces 3 ascensions. Un livre d'Anderl Hekmar, ici à l'image, le premier à avoir gravi la face nord de l'Eiger en 1938. Le déclic pour Maya Cholet, avant les désillusions. On s'est lancé sans corde ni casque, la tête droit dans l'aventure. C'était ça, notre première erreur. On dit que ces 3 faces nord, c'est souvent, pour les alpinistes, le projet de toute une vie. Et notre idée, c'était de faire ça en une année. Et la montagne nous a bien vite rappelé à l'ordre. Moi, j'ai de la chance comme réalisateur audio de travailler avec Maya parce qu'elle dit tout. Elle a peu de filtres. Alors elle décide de tout raconter, tous ses espoirs, ses doutes, ses colères, sa résignation et ses ascensions avec un matériel audio totalement immersif. Il y a à un moment donné des paillettes de glace qui tombent dessus parce que le guide est au-dessus. Et ces paillettes de glace, on les entend autour de nous. Donc on a vraiment l'impression qu'on est dans un nuage de paillettes de glace. Face Nord, 8 épisodes pour une première saison d'un projet fou, disponible aujourd'hui sur toutes les plateformes de podcast.
Elle a été l'une des actrices les plus populaires du cinéma français. Mylène de Mongeau est morte aujourd'hui à l'âge de 87 ans. 70 ans de carrière, actrice, mannequin, productrice. Mylène de Mongeau a marqué des générations avec ses rôles dans Fantomas ou 36 quai des Orfèvres. Elle partageait notamment l'affiche avec de nombreuses stars, Yves Montand, Roger Moore ou encore Simone Signoret. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de votre fidélité. Ce soir, la culture dans Ramdam, ce sera du théâtre avec l'hommage à Beno Besson et la pièce L'Oiseau Vert à la Comédie. Demain, vous retrouverez Fanny Surcher. Tout de suite, la météo de Stéphane Thiebaud. Excellente soirée sur la RTS. Suivez l'information en continu sur RTS Info.